Bonjour à tous. Dans le monde public, il est difficile de ne pas se prendre les pieds dans les règles en matière de conflit d'intérêts, notamment pour les élus locaux qui ont une vie à côté de leur mandat professionnel, des biens qui peuvent entraîner que les intérêts personnels et privés s'entrechoquent même involontairement. Et ces illégalités et ces infractions sont piégeuses. Pourquoi ? Mais parce que justement, elles peuvent faire tomber des gens qui se croient de bonne foi, à l'abri de tout soupçon. Pas de difficulté, pas de problème, croit-il. Eh bien si, les règles de conflit d'intérêts sont plus strictes que ce que l'on croit de bonne foi. Pourquoi cette sévérité ? Cette sévérité, c'est parce que, selon le juriste Portalis, il s'agissait d'éliminer jusqu'au soupçon en la matière. La principale infraction dans ce domaine est celle de l'article 432-12 du Code pénal, que voici. Cet article s'applique à un grand nombre de personnes dépositaires de l'autorité publique, élus, mais aussi personnes chargées de missions de service public, bref, des formulations larges. Ce qui est surtout notable, c'est que l'intérêt qui est sanctionné est très large. Je vais vous raconter une histoire. En 1905, j'ai un élu qui s'occupe de l'hospice du coin, l'hôpital dirait-on aujourd'hui. Et à l'époque, on donnait du vin aux malades. Cette personne était un gros marchand de vin. Il constate quoi ? Il constate que l'hôpital public, en achetant son vin, se faisait avoir. Il payait beaucoup trop cher à une infâme piquette. Lui, négociant en gros, va dire à ses fournisseurs « Non, papa, tu vas fournir à l'hôpital beaucoup moins cher. » Il n'y avait pas de code des marchés publics à l'époque. Très bien. Toute l'enquête a prouvé que cet élu a agi d'une manière désintéressée. Ce n'est pas les petits volumes de l'hôpital qui changeaient, ces volumes en gros qu'il gérait lui. Et de toute manière, il n'avait strictement pas bénéficié de ces prestations et de ces volumes. Au contraire, il s'était plutôt arrangé pour y perdre dans l'affaire, pour pas qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit. Peu importe, nous dit la Cour de cassation en 1905. Et alors, je vais vous dire que depuis 113 ans, ça n'a fait que s'aggraver. Le simple fait qu'il y ait ces intérêts privés et les intérêts publics qui se sont entrechoqués ou qui auraient pu s'entrechoquer à un moment donné, suffisait pour que l'infraction soit constituée. Et le grand jeu de nos amis magistrats au pénal consiste à dire « Ah bah alors, les intérêts publics et privés se sont retrouvés un petit peu trop potentiellement entremêlés, et donc condamnation, et puis quand les gens sont honnêtes et qu'ils ont au contraire parfois fait exprès d'y perdre au passage, eh bien on va les dispenser de peine. Et puis voilà. Sauf que derrière, l'élu, il a été condamné. Pendant des années, il s'est tapé une instruction pénale. Pendant des années, il a été considéré dans la presse locale comme un élu horrible et corrompu. On a des gens brisés, condamnés. Nous voyons ça dans notre cabinet très souvent, plusieurs fois par an, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien mis dans leur poche et qui juste ont eu une petite imprudence, pensant que par un instant on allait leur reprocher quelque chose, puisqu'ils avaient jamais un instant profité du système. Depuis 1905, les choses n'ont fait que s'aggraver, notamment au tournant des années 96 et 99. Le Conseil d'État, mais surtout la Cour de cassation, ont estimé qu'il fallait censurer la prise d'un intérêt moral. Sous-entendu, il ne s'agit pas uniquement de question d'argent. C'est quoi un intérêt moral ? En fait, ça a été fait pour censurer les élus qui se retrouvent à travailler sur un dossier, en avoir l'administration ou la surveillance, ou d'autres personnes concernées par cette infraction, et qui vont se retrouver à tout d'un coup rencontrer dans ce dossier les intérêts d'un fils, d'une belle-fille, d'un cousin, d'un ami, un arrêt récent sur un ami. Et là, à ce moment-là, ils se retrouvent à avoir non pas un intérêt pour leur propre patrimoine, mais un intérêt moral, en fait pour le patrimoine de quelqu'un d'autre. Ou les intérêts plus larges qu'un patrimoine de quelqu'un d'autre. Donc on est bien sur une infraction dangereuse, parce que les gens croient
que cela censure le fait de s'en être mis dans la poche? Non. La simple proximité entre un intérêt personnel et un intérêt public suffit à ce qu'il y ait prise illégale d'intérêt. Et cet intérêt personnel, qui s'entrechoque potentiellement avec une affaire publique dont on a l'administration ou la surveillance, par exemple en tant qu'élu local, se retrouvera, cet intérêt personnel, pouvoir concerner l'élu ou ses proches. Si on a envie de caricaturer, on dirait qu'il y aurait donc prise illégale d'intérêt, même sans intérêt. À noter quand même, il y a des dérogations pour les communes de moins de 3500 habitants dans cet article 432-12 du Code pénal, mais attention, ces dérogations sont limitées, s'interprètent évidemment limitativement et nécessitent un suivi procédural strict pour éviter des problèmes. La bonne nouvelle, face à tout ça, c'est que, en revanche, aujourd'hui, en tout cas, ne sont censurées que des questions patrimoniales. Un élu, par exemple, qui va faire des choix municipaux en fonction de ses convictions, pas de son intérêt personnel, va évidemment voir sa bonne foi reconnue et ne pas être sanctionné par le juge. En revanche, le problème se pose effectivement de savoir jusqu'où on va en matière, par exemple, de relations familiales ou amicales. On a envie de penser à cette phrase souvent attribuée à Voltaire « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Et oui, le danger peut venir de l'ami. Et on a donc toute une série d'arrêts qui ont pu censurer, notamment l'arrêt que voici, des liens amicaux portés par un porteur de projet pour lequel des aides de la commune doivent être données, en l'occurrence une garantie d'emprunt pour un golf, et dans ce cas-là, le maire, parce que ami du porteur de projet, aurait dû se déporter, dit-on en droit, aurait dû s'écarter du dossier, à tout le moins. Face à ça, on a évidemment des problèmes. Enfin, les locaux, notamment, vivent dans la commune. Ils sont assez souvent propriétaires de leur maison ou un bout de terrain quelque part. Et la question se posera de savoir, par exemple, si ce terrain ne peut pas devenir constructible à l'occasion du PLU. Sur ce point, il ne s'agit pas d'avoir tout d'un coup des dossiers où il n'y a plus personne qui peut siéger au conseil municipal, tout simplement parce que tout le monde est concerné. Alors, pour le PLU, on a toute une série de jurisprudences, mais malheureusement plutôt administratives. On manque un peu de sources en pénal là-dessus. Ça serait rassurant d'en avoir, qui nous disent qu'on va considérer la position de l'élu en fonction du point de savoir si sa parcelle, concernée par une évolution des documents d'urbanisme, sort du lot ou pas. Voilà. Si j'ai une parcelle portée par l'adjoint à l'urbanisme mais qui ne change absolument pas de statut, l'adjoint à l'urbanisme va continuer son travail. Si lui ou ses enfants ont des parcelles qui deviennent constructibles, même si toutes les parcelles autour doivent être constructibles également, alors dans ces cas-là, il faut qu'au moins sur cette fraction-là du dossier, un autre adjoint soit désigné. C'est une évidence méconnu en pratique. Signalons également qu'en plus de ça, il faut prendre en compte d'autres dispositions en matière de lotissement, des dispositions spécifiques également en matière d'aménagement, des dispositions spécifiques en matière d'Alsace-Moselle, des règles particulières pour les élus locaux avocats, des règles pour les ventes et coupes de bois. N'en jetez plus. Il y a pléthore de textes applicables, assez souvent sanctionnateurs. Parfois, vous voyez des gens qui vous brandissent un texte qui est très souple. Oui, mais pas de chance, il y en a un autre qui est plus dur. Et donc, dès que vous avez des difficultés dans ce domaine, consultez des spécialistes. C'est trop dangereux, on ne joue pas avec ça. Prenons un cas particulier. Les relations entre élus et associations. Dans ce domaine, vous avez toujours 2-3 personnes qui vous diront « Oh, mais il n'y a pas de problème, on œuvre tous pour l'intérêt général ». C'est pas vrai. Dès les années 80, le juge administratif, le juge pénal était un peu plus lent à bouger là-dessus, on commence à dire non, l'intérêt d'une association n'est pas l'intérêt de la collectivité, donc là aussi s'appliquent les règles en matière de conflit d'intérêts. Ah, alors on fait quoi? Prenons le cas par exemple d'un élu qui est membre du club de foot et qui est simplement conseiller municipal. Le jour où on va travailler sur la subvention club de foot, sa présence ne viciera la délibération que si ça changeait quelque chose au résultat, mais la règle prévue par le code, c'est qu'il sort de la salle. Alors on me dit toujours « Ah oui, mais sortir de la salle pour pas participer au vote, ça fait coupable ». Non, on trouve très bien des manières de le dire.
On dit écoutez, comme vous le savez, je suis membre du club de foot. Pour éradiquer jusqu'au soupçon de participation, je sors de la salle, bien évidemment, conformément aux règles du code. Bon vote, je reviens dans 5 minutes. Voilà, c'est tout. Vous voyez, il y a des manières de le gérer très bien, y compris vis-à-vis de la presse, pour non pas passer pour un coupable, mais au contraire, pour quelqu'un d'une forte rigueur. Super. Maintenant, je fais quoi si l'élu, c'est l'adjoint au sport? Il va surveiller le club de foot qui préside? Non, il va pas surveiller le club de foot qui préside. Alors vous allez me dire, c'est ce qui se passe dans la moitié des communes. Mais j'y peux rien, moi, si la moitié des communes vivent dangereusement. Il faut mettre fin à ces pratiques. Ces pratiques sont devenues d'ailleurs beaucoup plus rares que dans le passé. Alors on fait quoi? Soit on arrête d'être président du club de foot. Alors est-ce que je peux m'en sortir en étant président d'honneur, président honoraire? Ça va dépendre des statuts de chaque association, mais pourquoi jouer avec les frontières dans ce domaine? Pourquoi prendre des risques? Il est beaucoup plus simple de dire que l'élu soit n'est plus président du club de foot, soit il est adjoint au sport, sauf pour le foot. Et on trouve un autre adjoint pour le foot. On a un contrôle et des budgets qui, sans être budgétairement séparés, mais des subventions qui sont distinctes, et tout va bien, tout va bien. Beaucoup plus compliqué la situation du maire, voire des 2 premiers adjoints au maire qui peuvent se retrouver assez souvent à remplacer le maire par suppléance, plus dans certaines communes que dans d'autres bien sûr. Là, il faut appliquer les règles dans toute leur rigueur. Je ne peux plus m'arranger en travaillant sur les délégations de fonction des adjoints pour enlever à l'un ce que je donne à l'autre. Alors on fait quoi? Eh bien, dans ces cas-là, on va être obligé au cas par cas, soit de travailler sur la possibilité pour le maire de se retirer du dossier et le conseil municipal de désigner quelqu'un d'autre, mais ce qui est fait surtout pour des actions contentieuses ou des contrats, et dans certains cas seulement, soit il va falloir prendre des décisions claires pour ne pas être des 2 côtés. Parce que sinon, les doubles casquettes risquent de porter le chapeau. Il ne faut pas être des 2 côtés. Voilà. Alors, toutes ces règles peuvent vous sembler déjà bien strictes. Les choses se complexifient en plus si on prend en compte le fait qu'il risque des règles spécifiques sur le référent déontologue, sur le pantouflage, sur les obligations de faire des déclarations de patrimoine, sur l'obligation de consulter certaines commissions dans certains cas, et quelques autres infractions et illégalités. Tous ces autres éléments-là, nous les verrons dans une prochaine vidéo. D'ici là, merci, à bientôt, au revoir.